Dans le cadre du Mardi Mallette, CEMA TV vous présente La Chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Pour le Mardi Mallette juridique, aujourd'hui, on reçoit la notaire Maître Andrea Fradette-Marcoux, déjà connue des téléspectateurs. Madame Fradette-Marcoux, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait grincer des dents bien des gens. La fameuse taxe de bienvenue ou le droit de mutation qui est vrai nom. Exactement, exactement. Je me suis dit que ça peut être une bonne idée d'expliquer aux gens l'origine de cette fameuse taxe de bienvenue qui, malheureusement, on s'en sort rarement. Là. Donc, pour faire une histoire courte au niveau de l'origine du droit de mutation, c'est en 1976 que ça a été créé pour la première fois. Donc, on a adopté la loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières. Mais ça, c'est le juge bienvenu, c'est ça? Il y a beaucoup de gens qui attribuent ce droit de mutation-là au ministre bienvenu, en fait, à cause de son nom de famille. Oui. Mais c'est un mythe. C'est pas du tout ce ministre-là là, qui était en charge du droit de mutation. Et le but de ce droit de mutation-là, en fait, c'est vraiment que les municipalités ont voulu augmenter leurs revenus. Donc, à chaque fois qu'on fait une transaction sur le territoire d'une municipalité, bien, ça vient avec ce fameux droit de mutation-là, en fait, là. Et avec le temps, on l'a appelé taxe de bienvenue, peut-être parce que, justement, c'est quand on arrive dans la ville, mais... C'est de l'humour grinçant, voilà, exactement, oui, c'est ça. Mais c'est calculé comment, ce droit de mutation-là? Oui, sans entrer dans les détails, parce que c'est quand même technique, là. Ce qu'il faut savoir pour calculer le droit de mutation, c'est qu'il faut connaître la base d'imposition. Donc, sur quel montant est-ce qu'on se base pour calculer le droit de mutation? Ce sera toujours, de manière générale, le plus élevé entre le prix de vente et la valeur marchande uniformisée, qui est une valeur qu'on peut retrouver là, au compte de taxes municipales. Donc, exemple, j'achète une propriété à 200 000 $, mais sur le compte de taxes, la valeur uniformisée est à 170 000 $. Bien, le droit de mutation est sur le plus élevé. Le plus élevé, donc exactement. On va payer sur 200 000. Exactement. Puis après ça, bien, c'est un calcul qui se fait là, automatiquement. Là, c'est selon des tranches, donc de 0 à 50 quelques mille dollars, c'est un certain pourcentage, ainsi de suite. Là, mais le plus simple, en fait, là, il y a plein de calculateurs sur Internet qu'on peut... Fort heureusement. Oui, c'est ça. Parce qu'on nous dit de prévoir. On en avait parlé là, précédemment. Il faut prévoir ce montant-là, ces frais-là. Mais comment les prévoir si on n'est pas capable de les calculer nous-mêmes? Effectivement. Donc, souvent, soit directement sur le site de la municipalité, on peut aller en... Bien là, encore là, il faut avoir la bonne base d'imposition, d'où l'importance de savoir sur quel montant on se base. Mais on peut entrer le montant, puis ça va nous donner un approximatif, du moins, là, du montant à payer. Sinon, bien, le notaire est toujours bien placé là, pour pouvoir nous informer d'avance du montant de ce fameux droit-là qui va être à payer. Puis, ce qui est important aussi, justement, c'est de vraiment prendre la municipalité dans laquelle on achète parce qu'il y a des règles différentes, là, notamment à Montréal, qui, je pense, le droit de mutation est encore plus élevé. Donc, ça oui, dépend. Puis il parlait pour la Ville de Québec aussi, je pense que c'est d'augmenter, je pense. Oui, d'augmenter, exactement. Là, la semaine dernière ou la semaine précédente, là, où tout récemment, on en a parlé des changements de droit de mutation. Oui. Donc, il faut s'informer à chaque année à peu près. Là. Oui, c'est ça. Puis vraiment selon la municipalité dans laquelle on achète. Là. Puis ça arrive quand? Le fameux droit de mutation, il y en a qui pensent qu'on paye directement chez le notaire, mais non, c'est vraiment un compte qui arrive malheureusement par la poste. Et le délai, là, honnêtement, c'est vraiment variable. On en parlait des fois quelques semaines, une semaine ou deux, il y en a qui la reçoivent. Des fois, ça prend quelques mois. On dirait que les municipalités, ils vont comme par... après un certain nombre là, de transactions, ils facturent un certain bout. Là, donc, ça dépend vraiment. C'est pour ça que c'est important de le budgéter, de le prévoir dans son budget puis de le garder en tête que ça va arriver par la poste. Ne vous en faites pas, ils ne vous auront pas oublié. Exactement. Exactement. Bon, c'est qui paie le droit de mutation? C'est l'acheteur? Oui, exactement. Toujours l'acheteur. Et en fait, j'avais peut-être le goût de vous poser certaines questions pour voir. Oui, exactement. Pour voir, parce qu'il y a quand même certaines particularités là, dans la loi, certaines exonérations parfois là, qui font qu'on peut se sauver de ce fameux droit de mutation-là.
Donc, première petite question. Quelqu'un qui achète une propriété dans la même municipalité ou dans la même ville dans laquelle il est déjà propriétaire, donc il a déjà payé un droit de mutation quand il est devenu propriétaire de sa première maison, est-ce qu'il doit repayer un droit de mutation? J'aurais tendance à dire non. Oui, malheureusement. Oui, ça, des fois, ça fait jaser. Là. Le monde nous dit, voyons, je reste dans la même municipalité, je dois repayer. Mais oui, c'est vraiment à chaque transfert de propriété, il faut repayer cette fameuse taxe de bien usage. Bon, tant pis. Voilà, on s'en sauve pas. Ensuite, quelqu'un qui achète la maison de son père ou de sa mère, de ses parents, est-ce qu'il va devoir payer ce droit de mutation-là? Bien, c'est l'achat d'une résidence, donc j'aurais tendance à dire oui avec ce que je viens d'apprendre. Et là, voilà, c'est une exonération qui peut s'appliquer. Donc, en ligne ascendante ou descendante, là, donc un parent qui vend à son enfant ou même un enfant qui vend à son parent, il y a une exonération qui s'applique et il n'y aura pas de droit de mutation à payer. Est-ce que c'est la même chose dans le cas où la maison ou la résidence a été donnée avec le testament? Avec un testament? Oui. Oui, exactement. Donc, exonération, là aussi, pas de problème. Oui. OK. Mais là, maintenant, est-ce que c'est la même chose si jamais on achète de notre frère ou de notre oncle à ce moment-là? Alors, je vais encore dire non. Bien, en fait, va falloir payer le droit de mutation. Ouais, voilà. Donc, il n'y a pas d'exonération, c'est vraiment en ligne directe. Donc, quand on achète de notre frère, de notre sœur, oncle, cousin, cousine, on paye malheureusement le droit de mutation, on ne s'en sauve pas. Ensuite, une question peut-être un peu plus technique. Quelqu'un qui achète une maison mobile. Donc, une maison mobile, souvent, c'est considéré comme un bien meuble. Oui. C'est pas attaché au fond de terre. Et si le fond de terre, en fait, appartient à la ville, ce qui arrive quand même souvent, là. C'est une location? Exactement. On loue le terrain de la ville. À ce moment-là, est-ce que, selon vous, il y aurait un droit de mutation à payer? C'est un bien meuble. Je dirais non. Il n'y a pas de droit de mutation à payer. Bien, c'est la logique voudrait que non, mais la plupart des on oublie la logique là-dedans. Et des c'est ça, exactement. Ils vont charger un droit de mutation, même si c'est un bien meuble, même si on ne devient pas propriétaire du fond de terre. Ils le traitent comme une vente de maison, malheureusement, mais voilà. Mais je pense que ça peut quand même varier là, d'une municipalité à l'autre, donc on peut s'informer, mais de manière générale, ils vont charger le droit de mutation. De quelle façon on peut s'informer, justement, sur ce genre de sujet? Bien, c'est sûr qu'en appelant directement à notre municipalité ou sinon, bien, en demandant directement au notaire bien sûr. Dès le début du dossier, là, parce que justement, c'est un bon montant à prévoir. Donc, plus on le sait tôt, plus on peut le budgéter. Mais oui, on va être en mesure de répondre à ces questions-là. C'est bien. Ensuite, quelqu'un qui rachète la part de son ex-conjoint de fait. Donc, on est copropriétaire d'une maison avec son conjoint, on se sépare, on rachète la moitié de notre conjoint, de notre ex-conjoint. Est-ce qu'on va devoir payer le droit de mutation? Donc, on repasse chez le notaire. Oui, exactement. J'aurais tendance à dire que non, qu'on ne repaie pas une deuxième fois. Vous allez me dire que oui. Bien, en fait, ça dépend. Ça peut être oui, ça peut être non. Il y a une règle spéciale, en fait, là, quand on se sépare. La loi nous donne au moins un 12 mois pour le faire. Donc, si le transfert de propriété se fait dans les 12 mois suite à la fin là, de la cohabitation, il va y avoir exonération, donc on n'aura pas besoin de payer le droit de mutation. Donc, c'est ça, c'est important. On n'a pas besoin de courir chez le notaire après notre séparation. Là, on a bien d'autres choses à gérer. Mais c'est important de respecter ce 12 mois-là parce que sinon, bien, il va falloir repayer un droit de mutation sur la moitié de la valeur, on s'entend. Là, ça ne sera pas au complet, mais quand même, il va falloir repayer. Étant donné qu'il va falloir que je me rachète une nouvelle maison et que je repaie un droit de mutation. Oui, exactement. Bon. Exactement. Ils ont pensé à ça. Oui, ils pensent à tout. Ils pensent à tout. Donc, tu sais, comme vous pouvez voir, il y a certaines exonérations qui s'appliquent. Il y a beaucoup de particularités. Donc, c'est important de ne pas sauter aux conclusions de « Ah, moi, je n'aurai pas à payer. Il y a une exonération qui s'applique. » là. La loi est pleine de petites particularités, de petites exemptions. Donc, c'est important de s'informer, comme on en parlait tantôt. Et il faut savoir que même quand il y a une exonération, bien, la municipalité peut aller charger un droit supplétif. Qu'est-ce que c'est? Un droit supplétif, c'est des genres de frais administratifs que, bon, oui, on est exonéré. Par exemple, j'achète de mon père, je n'aurai pas de droit de mutation. Mais
la municipalité peut décider de me charger un frais supplétif de 200 $ maximum. Fait que c'est beaucoup moins élevé qu'un droit de mutation. Mais c'est une possibilité là, d'avoir une facture quand même de maximum 200 $. C'est pour des frais administratifs ou... Exactement, oui. Tout simplement. Oui. Bon. Voilà, c'est ça. Donc, mais ça, dans le fond, c'est notre notaire qui va pouvoir nous informer de tout ça parce que même si on rachète la maison de nos parents, il faut passer chez le notaire. Exactement, oui. Donc, c'est des discussions qu'on va pouvoir avoir avec la personne. Oui, c'est ça. Puis, nous, on est en mesure de savoir justement le montant relativement d'avance là, dès qu'on a les informations du prix de vente puis de la valeur marchande là, qu'on parlait tantôt. On peut le calculer facilement, donc on peut donner l'information. Voilà. Donc, il est important de s'informer à nous. Et contrairement aux taxes, je crois que le droit de mutation ne peut se payer qu'en un versement. Je crois aussi, oui. Je ne l'ai jamais vu là, sur plusieurs versements, mais oui, je crois effectivement que... Et c'est une dette, c'est important de le spécifier, là, c'est une dette qui suit l'immeuble. Ce qui fait que c'est vraiment important, nous, quand on fait la transaction pour une nouvelle, la maison va être vendue, bien, nous, c'est une des vérifications qu'on s'assure que le droit de mutation des vendeurs ont été payés à ce moment-là parce que, bon, veut pas, c'est une dette, justement, qui suit le bien. Donc, si jamais c'était pas payé, bien là, c'est le nouveau propriétaire qui devient responsable de la dette de son vendeur, ce qu'on veut pas, effectivement. Non, effectivement, on ne veut pas traîner les dettes des autres. Exactement. Est-ce qu'il y a un moyen pour que moi, qui ne suis ni avocate ni notaire, puisse avoir accès à ce genre d'informations-là? En fait, ça apparaît souvent au compte de taxes. D'accord. Donc, tu sais, si elle traîne depuis quelques mois qu'elle n'est pas payée, bien, si je suis intéressée par une propriété, je peux demander de consulter là, le compte de taxes. Ça, c'est un droit qu'on a en tant que futur acheteur. Donc, c'est là qu'on va voir si c'est payé ou pas. Mais dans tous les cas, nous, en tant que notaire, si jamais on se rend compte que le vendeur n'a jamais payé sa taxe de bienvenue, on va s'occuper de payer là, à même les sous qui lui reviennent pour s'assurer justement que notre acheteur n'a pas de mauvaises surprises. Ça, c'est très gentil de votre part. Bien, je pense qu'on a fait le tour de ce fameux droit de mutation, de cette taxe de bienvenue qu'on aimerait bien pouvoir oublier, mais qui semble nous suivre tout au long de notre vie. Malheureusement, oui. Merci beaucoup, Maître Andrea Fradette-Marcoux. Vous êtes notaire chez Mallette. Dans le cadre du Mardi Mallette, CMA-TV vous présente La Chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.